Alors, je m'appelle Étienne Malek, je suis le fondateur de la marque Baltic, que j'ai créée il y a un petit peu plus de 5 ans maintenant, via un financement participatif en avril 2017, et ce, au bout de un peu plus de 15 ans de passion horlogère. Je dirais le principe de base, en gros, c'est de s'inspirer de vieilles recettes, essayer de les remettre un petit peu au goût du jour, tout en utilisant un petit peu les technologies d'aujourd'hui et en mettant un tout petit peu de modernisme dans ce qu'on fait. Donc c'est un peu ce qu'on pourrait appeler du néo-rétro, du néo-vintage, et grosso modo essayer de construire une gamme entière de montres avec différents types de modèles, que ce soit des modèles habillés, des plongeuses, des chronographes, au sein du même concept, à savoir de prendre des designs peut-être typiques des années 40, des années 70 et d'essayer de changer un petit peu ça et de mettre ça un petit peu au goût du jour en apportant un petit peu de modernisme. Donc, mon père était collectionneur en général, de voitures, appareils photo et montres. Il est décédé quand j'étais jeune, malheureusement, j'avais 5 ans à l'époque. Et du coup, ma mère s'est séparée des voitures parce que ça prenait trop de place. Et on a gardé les appareils photo et on a gardé les montres. Et vu que c'est un père que finalement j'ai pas connu, puisque du coup à partir de 5 ans on a quand même très peu de souvenirs de ce qu'on a fait dans la vie. Au début de mon adolescence, à 15-16 ans, j'ai commencé à me poser des questions un petit peu et en fait j'avais une valise chez moi qui traînait avec une centaine de montres dedans. Et donc j'avais déjà un peu cette nature de mec passionné, un peu aller loin dans les choses qui m'intéressaient. Et à 15 ans, en gros, j'ai ouvert cette valise, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans, à m'intéresser à chaque modèle les uns les autres. C'était le début de Internet. Et du coup, ça m'a permis de faire une découverte horlogère et d'avoir un point de départ avec déjà pas mal de montres. Donc il y avait une cinquantaine de montres qui étaient des montres d'intérêt, disons, et une cinquantaine autres, une moitié aussi, qui étaient peut-être un tout petit peu moins intéressantes. C'était des montres de brocante. Ça valait beaucoup moins cher à l'époque d'acheter des montres qu'aujourd'hui. Et donc il y avait cette notion de collection, de sociabilité aussi, parce que j'avais un recueil dans lequel il y avait tous les numéros de téléphone des collectionneurs avec qui mon père avait traité pour faire des échanges, parce qu'à l'époque on échangeait beaucoup. Il y avait moins cet aspect cote et finance, disons. Donc à l'époque ça échangeait beaucoup. Et donc j'ai le calepin avec tous les gens avec qui il a traité. J'ai ici d'ailleurs un autre calepin avec toutes les montres qu'il a eues et qu'il a revendues à d'autres ou échangées à d'autres. Voilà, donc j'ai l'historique et donc je me suis vraiment plongé là-dedans pour découvrir un peu la passion de mon père en premier, avant de devenir moi-même mordu. Extrêmement compliqué comme question et à la fois extrêmement simple. Elles ont toutes, pour moi, chacune d'entre elles quasiment a un peu une histoire. Les deux premières sont les premières, donc par définition sont assez spéciales forcément. Mais elles correspondent toutes à une période différente. Et en fait, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Alors j'ai des sensibilités plus pour certaines d'entre elles plutôt que d'autres, mais je dirais qu'au global, celle qui m'intéresse toujours, c'est la prochaine. Et c'est vrai. Je vois là, depuis 5 ans, avec un peu de recul,
J'ai toujours l'appétence et l'excitation du prochain projet. Et ça, c'est vraiment un truc où au début, je m'étais dit, je pense que j'aurai une montre préférée chez nous et ça restera comme ça. Et au final, je me rends compte que c'est souvent le projet sur lequel on bosse qui t'excite le plus, que tu as envie de voir. Et voilà. J'ai la grande chance pour ma vie de passionné d'horlogerie de pouvoir créer les montres que je veux. Et du coup, c'est une aubaine aussi pour moi de pouvoir réfléchir et donner un maximum de ce que je préfère dans la prochaine, à chaque fois. J'essaie de rester un peu critique aussi sur ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on essaie d'améliorer collection après collection, année après année, ce qu'on fait aussi. Mais ouais, il y a un peu, tu vois, la quête de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on cherche à faire, tu vois, du défi aussi. On en a déjà parlé ensemble, mais voilà, on essaie d'année en année aussi de se mettre un peu dans une situation inconfortable en se disant ça a l'air difficile à faire, mais bon, pourquoi pas, allons-y, essayons et puis on verra ce que ça donne. Et ça, je pense que c'est vraiment important de pousser de se pousser un peu dans nos retranchements pour pouvoir après regarder dans le rétroviseur et se dire ouais, c'est aller dans le bon sens. La première Tri-Compax qu'on a sortie, puisque c'est un nouveau modèle chez nous maintenant. C'est une continuité de ce qu'on avait sorti en 2018 sur les Bicompax du coup. Donc les Bicompax sont un des deux modèles qu'on a sortis en premier via la plateforme de financement participatif Kickstarter. Et en fait, on les a sortis en avril 2017, livré en décembre et janvier 2018. Et en juin 2018, on a fait une série limitée qui s'appelait la Panda, Panda et Reverse Panda. Et en fait, ce modèle-là a été ça a été un beau succès, en tout cas à l'époque, en 2018 à la sortie. On avait fait 2 fois 200 pièces et je crois qu'elles étaient toutes vendues en 45 minutes. Donc, ce qui pour l'époque effectivement était vraiment ouais. On n'avait pas le nombre de clients qu'on a aujourd'hui ni la diffusion de la marque qu'on a aujourd'hui. Donc à l'époque ça avait quand même été une vraie surprise pour nous et c'était en fait la deuxième montre qu'on sortait, donc c'était une période qui était très délicate parce qu'en fait la première on a eu une belle sortie, on a vendu 1200 montres sur Kickstarter, donc un très beau score et à l'époque c'était un des plus gros Kickstarter, c'était le plus gros Kickstarter français et un des plus gros dans le monde pour des montres mécaniques, donc c'était super. Mais il y a toujours le stress entre guillemets de est-ce que la deuxième marchera autant, est-ce qu'on arrivera à refaire la même chose et recréer le même exercice et on l'a fait avec la Panda, mais qui était finalement une série limitée et une itération de ce qu'on avait déjà fait. Donc c'était plutôt l'Aquascaf qui a été, de ce point de vue-là, je pense vraiment un succès pour nous. Mais voilà, donc on a sorti la Panda en 2018 et on a toujours attendu de vouloir refaire de la bonne façon un nouveau modèle qui soit lié à l'univers automobile. L'univers automobile, on est passionné de ça et mordu de ça aussi de la même manière. On ne le montre pas parce que c'est une passion qui est plus perso, mais qu'on aimerait faire transpirer un peu dans une gamme de nos Baltiques. Et du coup, on s'est posé la question, l'angle d'approche, comment on fait pour réitérer le truc avec un petit peu plus d'expérience. Et on a décidé de le faire donc, cette année avec la sortie de cette édition limitée-là. Et en fait, pour la petite histoire, grosso modo, donc c'est une édition limitée qui est en collaboration avec Peter Otto, qui est le plus gros acteur d'organisation d'événements d'auto classique en Europe aujourd'hui. En compétition avec Goodwood, je porte les compétiteurs aujourd'hui, mais j'apprécie les deux. Et, voilà. Et en gros, pour nous, en fait, un des
un des associés de Peter Auto était un client des Pandas, des premières. Et en fait, on a été mis en lien comme ça au showroom en 2018. Et en fait, après ça, on a toujours gardé contact. Et un jour, on s'est dit, bah tiens, ce serait peut-être intéressant de faire un modèle à deux. Eux, une association comme ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas vraiment fait jusqu'ici. Dans cette forme-là, en tout cas. Donc ça les intéressait d'avoir une nouvelle manière de développer un produit en collaboration avec eux. Et nous, c'était une très bonne manière de dire voilà, on est passionné d'auto, on veut mettre le pied dans l'univers automobile. Comment on peut faire et comment on peut aussi, dans un sens, légitimer notre présence là-dedans. Et du coup, on a trouvé finalement la manière de venir connecter les deux de la bonne façon en proposant un beau produit mais avec aussi un beau partenaire dans ce milieu-là et c'est pour ça qu'on a fait ce modèle-là en particulier en premier. Et maintenant on arrive au moment où grosso modo, donc ça c'était une première édition limitée, c'était une première introduction et là on arrive au moment où on introduit ce modèle-là de façon permanente dans la gamme. Le Tri-Compact via deux cadrans différents qui sont du coup le bis repetita de ce qu'on avait fait en 2018, à savoir le Panda et le Reverse Panda. C'est ce que je porte aujourd'hui. Alors d'où c'est parti, je pense qu'il y a 2-3 facteurs, comme tous les gosses. J'aime bien les voitures, voilà. Donc de base déjà, voilà, il y avait un terreau fertile là-dessus. Mon père collectionnait les voitures. Il a eu beaucoup de voitures dans sa vie, mais quand il est décédé, il nous restait 3 voitures à la maison et c'était trois petites italiennes basiques, des Alfa qui étaient très jolies, que j'ai pas vues, dont je me souviens pas. Et en fait, ça m'a toujours attiré. Je repense toujours à cette phrase d'Adrien Leflanchec, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un de mes potes qui disait ça sur un podcast, tu sais, le podcast de Yann Delplanque dans la boîte à gants, qui disait c'est fou parce qu'à notre époque, en fait, Gran Turismo a un peu tout changé, quoi. Et pareil, je me retranscris bien dans cette génération de mecs où Gran Turismo a un peu tout changé. Et donc voilà, je suis tombé, en tout cas, le terreau fertile était là. Et accessoirement, donc mon père collectionnait des voitures. Mes oncles m'ont tout le temps, chez mes grands-parents, emmené dans les garages à droite à gauche parce que c'était des potes et que j'avais l'habitude de voir l'environnement du garage, les belles autos, les vieilles Rolls, les vieilles italiennes, l'odeur, voilà, tout ça. Et donc ça m'est toujours resté en tête et je m'étais toujours dit, c'est vraiment, c'est cool, j'aime bien ce milieu, il y a une ambiance particulière. Et du coup, à 18 ans, quand il a fallu acheter ma première bagnole, je me suis dit, je veux diguer, comme on dit. Je vais essayer de fouiner pour trouver l'auto qui me plaira. Et en fait, au fur et à mesure, du coup, j'achetais des magazines, je regardais des vidéos sur YouTube. Voilà, je me suis mis un peu dedans par la force des choses. Et en fait, ça finissait par me prendre pas mal de temps. Donc, vraie passion. À côté des montres, de la même manière, hein, un peu. Je voulais être designer auto quand j'étais gamin aussi. Au final, je ne suis pas designer auto, mais je me suis rattrapé ailleurs. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a 6 ans, je suis monté pour la première fois après avoir eu mon permis et après avoir vécu mes années d'étudiant, disons, où j'avais pas trop eu le temps de m'intéresser à ça. J'ai essayé une vieille 911 pour la première fois et ça m'a laissé un souvenir assez impérissable. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, non, mais j'ai envie de m'acheter une vieille auto. Donc j'ai pris une Mini 1300 en premier, c'était il y a 5 ans. Ensuite, j'ai revendu la Mini, j'ai acheté une MGA coupée de 1959, très ancien, capsule temporelle, design absolument génial. Mais je voulais autre chose et du coup, j'ai revendu la MGA pour acheter une 911 3 litres 2 de 89. Et là, j'ai découvert un sujet
que je connaissais avant, puisque je m'étais déjà un peu renseigné sur le sujet, bien évidemment, mais j'ai découvert Porsche et je suis mordu de Porsche, du coup, maintenant. Même si il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais donc 911 3 litres 2. J'ai eu une GT3 après ça. J'ai gardé la 3 litres 2, j'ai une 996 GT3 que j'ai échangée dernièrement pour une 997 GT3. Donc maintenant j'ai la 997 GT3 et la 3 litres 2, les deux l'une à côté de l'autre. Et c'est mes deux caisses que je préfère et que j'ai la chance d'avoir. Donc j'en profite beaucoup parce que je les roule pas mal. Alors, au final, dans mon expérience de collectionneur et de maintenant, alors je sais même pas comment qualifier ça, mais créateur de montres, disons. Donc j'ai commencé à 15 ans, j'ai eu la chance d'en accumuler un peu jeune et parce qu'en fait, il y a toujours des cycles, il y a toujours des périodes où on a des comportements de collectionneurs qui évoluent différemment. Et je suis persuadé qu'un rêve doit rester un rêve, même si de temps en temps tu as des rêves qui sont plus ou moins accessibles et qu'il est bon de valider, mais c'est toujours la recherche d'eux qui est intéressante. L'inaccessibilité est frustrante, mais elle est importante pour se donner l'énergie de faire des choses et de collectionner. Donc je suis persuadé que ça c'est très important. Dans les montres, j'ai eu la chance il n'y a pas longtemps de valider mon plus grand rêve. Et au final, j'arrive au point où je cultive mon rêve via ce que je fais avec Baltic maintenant pour les montres. Pour les autos, valider un rêve, c'est autrement plus compliqué. Même si ça peut être compliqué dans les montres, dans les autos, c'est quand même plus dur. Et du coup, autant prendre... réfléchir sans penser à l'accessibilité. Et du coup, quand j'étais gamin, j'ai beaucoup joué à Need for Speed aussi. Et dans Need for Speed, il y avait une voiture qui m'a toujours fait rêver particulièrement notamment pour un élément assez spécial qui la qualifie bien. Et il s'avère que c'est devenu entre-temps, depuis Need for Speed jusqu'à aujourd'hui, une des voitures les plus chères de tous les temps. C'est la McLaren F1. GTR du coup, que je trouve particulièrement spécial. Et cette bagnole a été créée, Gordon Murray, par un génie, je pense, qui a à l'époque eu le culot de mettre le conducteur de la voiture au centre de l'expérience, à proprement parler, puisque du coup c'est une 3 places et le conducteur est au milieu, et je trouve que ça, en parallèle de tout ce qui concerne cette auto, est absolument incroyable. Donc si je devais avoir un goal, un dream, ce serait ça. Bien évidemment, ce sera hors d'attente, voilà. Mais je trouve que cette auto est particulière. Elle a fait de la compétition, ça n'a pas été peut-être celle qu'on a gagné le plus, mais vraiment elle a un design particulier, elle a une aura très très particulière dans l'auto, et voilà, je trouve que c'est une très belle auto, quoi.